3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en plein milieu de ces finales NBA? La forme? Vous arrivez à dormir un peu? Me concernant, on va pas aborder le sujet, vaut mieux pas. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que quand je vous ai posé la question mercredi sur Twitch, les sujets qui vous hypez en ce moment concernant les JO. Alors c'est parti, on y va pour les JO. Et ouais, c'est vous qui avez choisi, ça me va, et si vous n'êtes pas content la prochaine fois, venez sur Twitch, faites entendre votre voix. Parce que là, c'est comme ça, pas le choix, va falloir kiffer. Ou pas, mais ça part sur Team USA en mode coast to coast. Et oui, parce que là, ce qui choque quand on regarde le roster de cette Team USA 2021, c'est que c'est ouf, ça regorge de talent. En plus, la sélection Quinry n'a pas perdu au JO depuis 2004, et reste donc sur 3 médailles d'or consécutives. A priori, on se dit qu'il n'y a aucune, mais aucune chance que la team de Greg Popovich ne finisse pas une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium, bah ouais. Pourtant, si l'on regarde de plus près et qu'on prend du recul, on se rend compte que Team USA n'a fait que 7ème lors de la dernière Coupe du Monde. Pas top du tout même. Là en plus, plusieurs joueurs louperont la préparation et beaucoup arriveront fatigués après leur saison marathon en NBA. L'équilibre entre les postes n'est peut-être pas forcément respecté et l'alchimie et la cohésion seront peut-être difficiles à trouver. Je cherche des petits trucs là bien sûr, je cherche des explications, mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Leur cote à Vegas pour la médaille d'or n'est que, si je peux dire que, de 75% devant l'Espagne à 11% et la France à 5%. C'est beaucoup 75%, mais perso j'aurais imaginé plus, donc ça montre quand même qu'il y a quelques questions qui peuvent se poser. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui ça me semblait intéressant d'étudier tout ça, un peu plus dans la profondeur. Surtout que là, ce samedi à 11h30, soit 1h30 après la sortie de la vidéo, je vous retrouve sur Twitch pour qu'on débriefe tous ensemble, ne manquez pas le truc, ça va être le feu. Trop hâte de savoir ce que vous en pensez, mais allez c'est parti, on ne perd pas plus de temps, c'est parti pour cette vidéo. Team USA est-elle vraiment invincible pour ces JO ? Pour commencer, ça me semble ultra important, pour poser les bases, nous allons commencer par étudier l'effectif, point par point, pièce par pièce. Et déjà, ce que j'aime forcément, c'est le coaching staff. Avoir Greg Popovich, c'est bien, mais quand en plus il est accompagné par Steve Kerr, par Lloyd Pierce et par le fameux coach de Villanova, Jay Wright, ça commence à être très lourd. Ces gars-là sont très compétents et savent très bien qu'assembler de gros noms ne peut pas suffire. Pop était présent en tant qu'assistant à Athènes, lorsque l'équipe, composée de mecs comme Tim Duncan, Allen Iverson, LeBron James, Dwayne Wade ou encore Carmelo Anthony, a réalisé l'un des plus gros flops de l'histoire du basket FIBA, en finissant avec la médaille de bronze. Autant le dire d'ailleurs, la défaite de -19 au match d'ouverture face à Porto Rico, on s'en rappelle pas mal. Heureusement, avec ça, il y a eu un électrochoc, et les instances américaines ont décidé de prendre le basket international au sérieux, de prendre le taureau par les cornes. Du coup, fini les sélections assemblées à l'arrache. À partir de maintenant, il y aurait une continuité, des camps d'entraînement, un staff, un GM, un fond de jeu et une vraie volonté de prouver à chaque match que dans tout ce qui concerne la balle orange, les États-Unis dominent le monde. Bon bah voilà, depuis cette date, Team USA n'a plus perdu un seul match aux Jeux Olympiques. Ok, mais y a pas que les JO comme compétition internationale, ils ont perdu à la Coupe du Monde, non, comme tu le disais tout à l'heure. C'est vrai, mais la Coupe du Monde a quand même bien moins de sens pour les joueurs NBA d'origine américaine. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la gloire internationale, et cette gloire dans le basket américain, tu l'obtiens au JO, pas à la Coupe du Monde, donc forcément c'est bien plus facile d'assembler un effectif quand c'est à un tournoi olympique que tu participes. Et ça l'est encore plus quand ton coach est une légende comme Greg Popovich. La présence de Pop comme coach a joué un grand rôle dans ma décision. J'ai beaucoup de respect pour lui en tant qu'entraîneur et en tant que personne. J'ai hâte de jouer pour lui, d'assimiler ses connaissances en matière de basket et de voir ce que notre équipe peut faire. Bien ça, Dame, surtout qu'ensuite c'est parti en mode effet boule de neige. Quand Lillard s'est engagé, KD l'a fait à son tour, et ensuite, c'était simple. Les deux se seraient transformés en recruteurs de luxe et auraient joué un très grand rôle pour convaincre des gars comme Draymond Green, Jason Tatum ou encore Jeremy Grant, comme quoi parfois il suffit de peu. Et ce qui est cool, c'est que de ce que j'ai lu, Pop a bien prévu de les faire taffer tous ensemble en ce moment là à Vegas, ces joueurs. Ok, c'est plutôt bon signe quand même tout ça, mais c'est effectif, tu veux pas nous le présenter un peu? Si, bien sûr, c'était prévu et c'est le moment, je vais commencer par le backcourt. Le premier joueur que je vais évoquer, vu que c'est un peu par lui que tout a commencé, c'est bien sûr Damian Lillard. Parce que ok, c'est bien de l'avoir en tant que recruteur, mais croyez-moi, il va apporter bien d'autres choses sur le terrain. Pourtant, si je suis honnête, jamais je ne pensais le voir cette année sous le maillot de Team USA. Lors des étés 2014 et 2016, il y a eu tout plein d'événements rocambolesques. Là, le mec avait le seum de ne pas être pris, il a fait des déclats assez chelous, avait fini par tourner le dos à l'équipe, et je me disais que ça sentait la fin pour lui en sélection nationale. Surtout qu'en 2019, pour la Coupe du Monde, il a été invité, mais il a gentiment décliné. Autant
autant dire que ça puait. Et pourtant, pour les JO, le voici, le voilà, et honnêtement, je dois dire que j'ai hâte de le voir dans cette configuration. Avec tout ce qu'il a vécu pour enfin décrocher une place au jeu, je pense qu'il va arriver le couteau entre les dents, en mode compétiteur de grand malade, qui au final n'est jamais aussi bon que lorsqu'il a des choses à prouver, j'adore. A priori, il devrait être titulaire à la main pour apporter son shoot, son playmaking et son sang-froid. Déjà, on a une première pierre, un bel élément pour cette sélection US. À ses côtés, dans le starting 5 au poste 2, je vois bien Bradley Beal, qui lui aussi fera ses premiers pas en match officiel sous le maillot de Team USA. Lui, ce que j'aime avant toute autre chose, c'est qu'il peut vraiment apporter des points, beaucoup de points. Spécialiste de l'ISO, il profite très bien des quarts de terrain que lui ouvrent ses coéquipiers pour mettre le feu aux défenses adverses. Quand la team est en difficulté, il peut prendre ses responsabilités, et marquer des points seul, c'est une vraie force. Il n'a pas terminé deuxième meilleur scoreur de la saison NBA pour rien, hein. Alors attention, après je ne veux pas trop qu'il ait la balle tout le temps non plus. Bill n'est pas le roi du basket collectif si important en FIBA. L'ISO ça va 5 minutes, mais souvent quand tu en abuses, tu te fais sanctionner, car attention, les big men peuvent clairement t'attendre dans la peinture, vu que les 3 secondes défensives n'existent pas dans le basket international. Maintenant ça va, je fais confiance à Greg Popovich pour utiliser l'arrière en profitant de ses forces sans en abuser. Puis on verra ça aussi, il y a tout plein d'autres gars qui peuvent mettre le ballon dans le panier dans Team USA, et à mon avis cette sélection a tout à perdre si elle tombe dans le cliché du basketball en 1 contre 1 à outrance. Et oui, ne pas oublier que le basket c'est un sport collectif où on évolue tous ensemble sur le terrain, pas un sport où on attaque de façon plus ou moins individuelle chacun à son tour, comme la pétanque. Et ceux qui ont vu mon live de la semaine dernière sur Twitch savent que j'aime bien la pétanque. Mais bref, en 6ème homme de luxe, on pourrait avoir Zach LaVine, encore une vraie force de frappe offensive avec lui. Très athlétique, il mixe vitesse, jump, création, explosion et shoot de loin, c'est déjà très bien. Surtout que cette année j'ai trouvé que justement il tombait un peu moins dans la caricature du basketteur américain, comprenant qu'il devait davantage partager avec ses coéquipiers pour espérer la win. Ça ne l'a pas empêché de faire des cartons, hein, avec une pointe à 50 points, une toute première sélection All-Star et probablement la meilleure campagne de sa jeune carrière en NBA. Franchement, c'est pas mal du tout ce qu'il peut apporter en attaque, et de ce côté-là, Zach LaVine sera un vrai client pour Team USA. Damian Lillard, Bradley Beal, Zach LaVine, de l'attaque et encore de l'attaque, mais niveau défense, ça dit quoi? Ah, j'avoue que ça fait un peu peur pour le moment, heureusement que dans le roster, on a Jrue Holiday. Lui, stopper les meneurs adverses avec sa longueur, son physique et sa science de la défense, c'est sa spécialité, ouf. Puis ne pensez pas qu'il est juste un défenseur unidimensionnel, car il pourra également apporter de la création, du shoot, de l'intelligence et du hustle, c'est bien tout ça, et même si je pense qu'en attaque, son rôle ne sera pas incroyable, c'est important de mettre les tirs ouverts. Lui aussi fera ses grands débuts en match officiel avec Team USA, et j'ose penser que son rôle sera essentiel. C'est lui, je pense, qui devra partir en mission pour éteindre les arrières en face qui pourraient prendre un grand coup de chaud. Parce que yes, ne mâchons pas nos mots, je veux voir Jrue Holiday avant tout dans un rôle de pompier, capable d'éteindre le feu. Maintenant le truc c'est que là, vous le savez, il joue les finales NBA, et on en reparlera après, les choses risquent de s'enchaîner fort pour lui. Dans quel état de fatigue arrivera-t-il à Tokyo du haut de ses 31 ans? Difficile à savoir, surtout que mentalement, et on comprend, les jeux ne sont pas au cœur de ses pensées pour le moment. C'est un honneur de pouvoir porter les lettres USA sur ma poitrine, mais ma principale préoccupation, et ça va continuer à l'être, c'est notre parcours en playoff. Tant que nous serons en course, c'est la seule chose qui comptera. Et là, vu qu'il est encore en course avec les Bucks, attendez-vous à ce qu'il arrive tard à Tokyo, et donc les jeux, ça prendra une place dans sa tête, mais pas tout de suite, pas pour le moment, il va falloir attendre. Pour Devin Booker d'ailleurs, au premier regard, c'est un peu la même chose. Cette saison, il n'y a plus aucun doute à avoir à ce propos, il a définitivement acquis le statut de superstar en NBA. Tourner à 26 points par match dans une team qui joue les finales, être l'option 1 au scoring quand tu vas peut-être gagner un titre, ça pèse quand même. Avec lui, ce que j'aime bien, c'est sa faculté à marquer des points bien sûr, mais pas que. L'arrière a aussi d'excellentes qualités dans le playmaking et peut performer avec la balle bien sûr, mais aussi sans, c'est ce que l'on a vu cette année avec Chris Paul. Maintenant, contrairement à Holiday, Booker n'a que 24 ans et hormis son nez pété par Patrick Beverley, il a l'air en pleine santé. Mieux encore, il semble vraiment motivé à l'idée de jouer son tout premier match officiel avec Team USA, ça promet. Je sauterai dans un avion au lendemain du dernier match des playoffs et je serai là. Vous pouvez compter sur moi, le match le plus important de ma carrière est toujours le prochain, celui qui arrive. Le mec semble s'en foutre du repos et est prêt à en découdre au Japon. C'est beau la fougue de la jeunesse. Et si on passe sur le frontcourt, peut-on en espérer autant de Chris Middleton qui lui aussi joue les finales actuellement du haut de ses 30 ans. Tout comme Jrue Holiday et Devin Booker que l'on vient d'aborder, il donne tout soir après soir sur le terrain pour arriver à ses fins après une saison marathon. Et ce qui me plaît c'est que lui aussi aura pour rôle d'apporter sa pierre dans la défense de Team USA pendant les JO, mais dans quel état arrivera-t-il? J'adore sa capacité à être clutch, à apporter ce qu'il faut quand il faut, à être un vrai compétiteur qui n'a pas peur de briller dans l'ombre et peut se comporter de manière ultra professionnelle. Mais maintenant, aura-t-il encore suffisamment d'énergie
pour faire tout ça? Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais ça semble compliqué en vrai. Après, heureusement, ça se pourrait qu'il arrive très revanchard après la déconvenue subie lors de la Coupe du Monde 2019. De plus, je ne suis pas sûr qu'il joue plus de 15-20 minutes par match dans cette sélection à la profondeur dantesque. En termes de repos, ça pourrait le sauver. De toute façon, comme je le disais, il y en a d'autres qui sont présents pour avoir de gros rôles, et notamment Kevin Durant, qui sera la superstar de cette sélection. Dans le basket FIBA, il représente peut-être ce qui se fait de mieux dans toute l'histoire. Ce n'est pas un hasard si en moyenne KD est le meilleur scoreur all-time de Team USA, parce que oui, contrairement à tous ceux qu'on a cités jusque-là, lui a de l'XP au JO, 2 médailles d'or déjà. En fait, ce qui est fou avec lui, c'est qu'il est un scoreur tellement gifté qu'il n'a même pas besoin qu'on lui laisse des espaces, il se les crée tout seul. Sa panoplie offensive est folle, sur un terrain il peut tout faire, sa longueur impressionne et déjà il effraie beaucoup de ses adversaires, Vincent Collet le premier. J'espérais que certains des très grands joueurs comme Kevin Durant, qui avait déjà participé aux Jeux Olympiques et aux compétitions mondiales, ne viendraient pas. Mais ils ont fait le choix inverse et ça veut dire que Team USA plus que jamais est le favori de la compétition. Et oui Vinceau, il n'y a pas de secret, Team USA est bel et bien le grand favori. KD sera un casse-tête pour tous ses adversaires, soyez-en sûrs. La seule chose qui peut questionner sera son état physique, lui qui a enchaîné une rupture du tendon d'Achille et une grosse blessure à la cuisse cette saison, mais quand on voit le niveau auquel il est revenu à chaque fois, il serait mieux de ne pas trop compter là-dessus. Mais au cas où, un autre que j'attends impatiemment aussi, c'est Jason Tatum. Justement, après l'avoir vu affronter Kevin Durant en playoff cette saison, j'ai hâte de voir le duo qu'ils peuvent former. Le joueur des Celtics, à 23 ans, sort de sa meilleure saison individuelle en carrière. Il a montré qu'il pouvait prendre feu et posséder un éventail de qualité bien inspiré de celui de KD, et lui aussi, après son échec lors de la Coupe du Monde 2019, arrivera bien vénère. Et un Tatum bien vénère, on a vu ce que ça pouvait donner, hein. Cette saison, après la blessure de Jaylen Brown, le gars s'est chauffé, bien chauffé. Il a atteint ou dépassé 3 fois la barre des 50 points en l'espace de quelques semaines, avec même une pointe à 60, c'est insane. Lui non plus n'a pas besoin qu'on lui donne de l'espace pour mettre la balle dans le panier, ses qualités athlétiques, ses moves et son toucher suffisent largement pour faire du dégât. Le Tatum version Team USA 2021, je pense, peut être assez ouf. Puis dans les postes 3-4 aussi, tant qu'à faire, on a Jerami Grant, lui c'est la polyvalence incarnée. En gros progrès cette saison sous le maillot des Pistons, il a terminé 2ème au vote du trophée pour le MIP, et peut limite défendre à tous les postes, c'est fort, mais en plus de ça en attaque, il est loin d'être honteux. Le gars semble même correspondre exactement au moule recherché par les dirigeants de Team USA. Il est grand, athlétique et est devenu un bon scoreur, la polyvalence est la clé, et il correspond aux caractéristiques de ce groupe. On a des gars qui peuvent jouer à 2 ou 3 postes, et Jerami s'intègre très bien là-dedans. C'est vrai qu'il présente de vraies qualités qui fit avec celles des autres, là-dessus je suis ok avec toi Jerry. Maintenant, est-ce que ça ne fait pas un peu trop de joueurs, tous dans le même profil à peu près? Je ne sais pas. Mais peu importe au final, car en vrai, je pense surtout que Grant sera là pour dépanner dans un rôle de 12e homme quand l'équipe sera au complet. Par contre, un dont j'attends beaucoup et qui j'espère aura du temps de jeu, c'est Draymond Green. J'espère juste qu'il sera dans un bon mood. Médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio, on attendra de lui qu'il soit le capitaine de la défense, qu'il soit vocal, qu'il soude l'équipe et lui permette de jouer de façon hargneuse, tout en mettant ses qualités de playmaker au service de la team. Maintenant, faites gaffe, car avec lui, ça peut un peu être tout ou rien. Attention déjà à ne pas se prendre trop de fautes techniques qui pourraient pénaliser l'équipe. En FIBA, ça ne siffle pas comme en NBA, et les Américains pourraient être dans l'œil du cyclone. Mais surtout, et j'y tiens, attention à sa forme physique. Le gars est en vacances depuis 2 mois et on sait qu'il peut avoir tendance à se laisser aller lorsqu'il est de repos. Crier sur les autres et les conseiller, c'est bien, mais si tu es incapable de montrer l'exemple sur le terrain, c'est moins bien. Voilà, après je m'en fais pas, je ne doute pas sur le fait que Pop le fera bosser en prépa, et s'il ne fournit pas le taf qu'il faut, il ne jouera pas, c'est aussi simple que ça. Mais ce serait dommage quand même, car un Draymond Green à son top, je pense que ça apporterait beaucoup de choses à cette Team USA qui à mes yeux manque déjà de défense. Heureusement quand même pour ça, dans la raquette, on a Bam Adebayo. Lui, c'est un défenseur physique et mobile qui peut switcher partout. Meilleur joueur de Team USA pour ce qui est de la protection de cercle, il dispose d'appuis incroyablement vifs et puissants, qui pourraient gêner beaucoup d'attaquants adverses qui souhaiteraient trop s'approcher de la peinture. Mais en plus de ça, Bam apporte d'autres choses. Il est complètement un pivot qui peut porter la balle et faire des passes, et j'aime beaucoup le duo défenseur-créateur qu'il peut former avec Draymond Green. Pop doit être bien content d'avoir Bam sous le coude, qui est le seul vrai pivot de formation de l'effectif, surtout lorsque l'on sait qu'il aurait pu rejoindre la sélection nigériane. Mais heureusement, l'intérieur du Heat s'est accroché et vexé après sa non-sélection pour la Coupe du Monde 2019, il a taffé. Résultat, l'année d'après il était All-Star, All-Defensive et aujourd'hui le voici au JO, bravo. Alors maintenant qu'il est présent, comptez sur lui pour donner ses tripes sur le terrain. Tout est prêt, donc on va juste commencer la cuisson tout de suite.
Et allez, pour boucler cet effectif, petite surprise de cette sélection, Kevin Love, qui aura beaucoup de choses à prouver vu qu'il n'a quasiment plus joué depuis 3 ans. Pop a d'ailleurs déjà dit qu'il allait le faire travailler comme un dingue pour qu'il retrouve au plus vite sa condition et son rythme. C'est vrai que ça pourrait être utile au vu de l'expérience FIBA qu'à l'intérieur, mais surtout au vu du profil qu'il présente. Médaillé d'or à Londres en 2012, il possède des qualités intéressantes en étant capable de s'écarter et d'artiller de loin. Et apparemment, vous vous en doutez, le tacticien des Spurs voit déjà très bien comment il se servira de Kevin Love. Il peut jouer pivot, s'écarter pour shooter à 3 points, et cela nous donne vraiment un outil supplémentaire que nous pouvons utiliser. Nous avons besoin de ces qualités car nous pensons qu'il est le joueur parfait pour jouer contre des gars comme Rudy Gobert. Il pourra les faire sortir de la raquette parce que vous savez qu'il n'y a pas de violation des 3 secondes défensives en FIBA et qu'il y a souvent du monde dessous. Écarter le jeu sera très important. Intéressant car même si Love n'est pas un bon défenseur, il pourra vraiment apporter de nouvelles choses selon les match-ups. Cela permettra définitivement à Greg Popovich de varier ses rotations en fonction de qui est sur le terrain en face. Ouah, t'as raison au final, c'est quand même violent cet effectif, il y a des choses variées, tu dirais que c'est quoi leur principale force? Il y en a tellement en vrai, alors je vais les lister mais pas besoin de détailler, parce que la plupart en vrai on les a déjà abordés. Déjà vous l'avez capté, on a tout plein de gars polyvalents qui peuvent occuper plusieurs postes et possèdent une vraie dimension athlétique. En attaque, on a une force de frappe incroyable, du tir longue distance, des fondamentaux, de l'ISO, du playmaking et de la création, c'est quand même ultra fort. On a des gars qui peuvent prendre leurs responsabilités tout seuls et être clutch. Pop disposera de pas mal d'options différentes pour établir ses line-up. Je crois qu'en termes de qualité et de force, ça va, c'est déjà pas mal pour commencer, non? De plus, l'équipe avec des leaders comme Kevin Durant et Draymond Green semble plutôt mature et sa moyenne d'âge de 28,2 ans est là pour le prouver. Seules 2 sélections américaines dans l'histoire présentaient une moyenne d'âge équivalente, celle de 1992 et celle de 1996, et si vous vous rappelez bien, vous savez qu'elles ont juste tout pété. Jerry Colangelo, le GM, paraît d'ailleurs très fier du roster qu'il a assemblé. Polyvalence et qualité athlétique sont les marques de fabrique de ce groupe. Nous pensons également que nous avons un excellent leadership, ce qui est une nécessité pour développer une alchimie. Nous avons également de vraies qualités de shoot et nous allons aborder le camp d'entraînement confiant que nous allons être performants. Ouais, les qualités sont nombreuses, difficile de contredire Jerry, mais est-ce qu'il y a aussi des failles dans cette équipe? Eh bien allons-y, venez avec moi, c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Mais d'abord, est-ce que vous êtes tous bien abonnés à cette chaîne? Ben ouais la team, regardez depuis le début le nombre de gens en proportion qui regardent les vidéos sans avoir cliqué sur ce foutu bouton rouge. Moi je vous le cache pas, mon objectif rêvé quand je me suis lancé, que je pensais jamais atteindre, c'était d'arriver un jour aux 50 000 abonnés. Et aujourd'hui, truc de ouf, je me dis que ça peut être réalisable, alors aidez-moi à accomplir mon rêve. Cliquez sur ce bouton. Vous, ça ne vous coûte rien et moi ça me met dans une humeur chantante, et ça croyez-moi, ça n'a pas de prix. Mais bref, revenons aux failles, et je l'ai déjà dit, le premier truc qui me pose question, ce sera le niveau de fatigue des joueurs de Team USA. La saison a été un marathon en raison du calendrier resserré dû à la pandémie, et ça s'est vu pendant les playoffs, beaucoup ont fini sur les genoux, voire à l'infirmerie. Enchaîner ça avec les JO, en vrai c'est chaud, d'autant plus pour des gars comme Booker, Holiday ou Middleton. Les 3 joueurs, on le rappelle, disputent actuellement la finale NBA, qui si elle se prolonge jusqu'à un match 7, se terminera moins de 12 heures avant la cérémonie d'ouverture des JO. Alors je veux bien que tout le monde soit motivé et que la Fédé ait déjà prévu d'affréter un jet pour les emmener au Japon le plus vite possible. Mais bon, faut pas se leurrer, ils vont arriver cramés. Jerry Colangelo n'a d'ailleurs pas écarté l'idée de jouer le premier match à seulement 9 joueurs contre la France, ce qui pourrait être handicapant. Là, déjà, pas le choix, la préparation est courte, et en plus de ça, plusieurs joueurs au profil intéressant manqueront à l'appel, c'est dommage. En plus, au JO, comme Vincent Collet le disait, les créneaux d'entraînement sont très courts, vu qu'il n'y a qu'une seule salle de dispo, il est impossible de l'avoir à disposition plus de 50 minutes par jour, passage au vestiaire compris, c'est léger. Il faut savoir que dans ce groupe, seuls Tatum et Middleton étaient présents pour jouer lors de la Coupe du Monde 2019, et certains pourraient avoir besoin de temps et de jeu pour évoluer ensemble. Au final, si aucun des joueurs de Team USA ou si la majorité n'arrive pas à 100%, cela laissera une meilleure chance à leurs adversaires. Et vu que les occasions de créer une vraie cohésion, une vraie alchimie seront rares, ça va encore augmenter ses chances. Heureusement pour Team USA que le programme sera plus allégé que d'habitude pour ces JO, avec notamment 3 jours de repos entre chaque match du premier tour. Ça c'est pas mal pour eux. Maintenant, si on va plus loin, le secteur intérieur pourrait poser question encore, comme c'était le cas en 2019 à la Coupe du Monde, où malgré la présence de Miles Turner dans la peinture, ça avait été une grosse galère de ce côté-là. Comme on le disait, Bam Adebayo dans ce roster est le seul vrai pivot de formation, et j'ai hâte de voir comment se passera la protection de cercle quand il sera sur le banc. Pop n'aura pas le choix, il devra beaucoup jouer small ball. Green, Love, KD, Grant et Tatum, qui sont les seuls joueurs capables d'évoluer à l'intérieur alors que ce n'est pas la place naturelle de beaucoup d'entre eux, c'est peut-être un peu juste. Dans ces JO, avec Gobert, Baines ou encore les frères Gasol, il va y avoir beaucoup de babards, et avoir quelques kilos supplémentaires dans la peinture, je pense, ce ne serait pas du luxe. J'ai du mal à imaginer que Bam pourra tout faire tout seul, et attention donc près du panier à ne pas trop prendre l'eau.
Et puis en vrai, si on élargit ce phénomène à la défense au périmètre, ça ne me rassure pas à 100% non plus. Seuls Holiday et Middleton peuvent être considérés comme de réels experts dans le secteur, sauf que eux, je crois que je l'ai déjà dit, non? Oui, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, ils sont en finale NBA en ce moment et on ne sait pas du tout dans quel état ils arriveront. Draymond Green aura vraiment intérêt à être en forme pour organiser la défense. Sans ça, attention, danger potentiellement. Enfin, dernière chose que je veux préciser, même si c'est le cas à chaque compétition internationale, chaque équipe adverse face à Team USA va arriver morte de faim. Battre les Américains et faire un gros match, c'est l'occasion de marquer les esprits et de devenir connu dans le monde entier. Même Evan Fournier, dont la renommée n'est plus à faire, semble super hypé, ce qui n'est pas étonnant finalement lorsque l'on connaît le personnage. Ils ramènent leur grosse équipe et c'est bien. Pour moi, c'est ça le basket et les compétitions internationales. Il faut ramener tes meilleurs joueurs. En tant que compétiteur, tu as envie de jouer contre les meilleures équipes possibles, donc c'est vraiment positif, ça motive. Donc voilà, hein, les forces sont folles pour cette sélection, mais faut en être conscient. Tout n'est pas parfait chez parfait dans cette équipe. C'est pour ça aussi que leur cote est à 75% à Vegas et non pas à 99%, parce que les doutes existent, il ne faut pas mentir. Ok, les doutes existent parce qu'il y a des failles, mais j'aimerais bien savoir quand même quelles équipes peuvent les mettre en danger. Alors je ne vais pas en faire des tonnes concernant ta question, parce que lundi soir, ouais, c'est une annonce en exclu, alors écoutez bien, lundi soir à 21h30 sur Twitch, je vais faire une grosse preview des JO. Donc voilà, si vous voulez connaître les profils de chaque équipe, soyez patient, je détaillerai tout là-bas. Mais bon, ça ne m'empêche pas de brosser ça vite fait, forcément, dès le départ, je pense à la France, à l'Espagne et à l'Australie, avec tous leurs joueurs référencés. L'Argentine de l'increvable Luis Scola aussi, habitué aux compétitions internationales, évidemment pourrait avoir son mot à dire. La République tchèque et le collectif incroyable qu'elle a montré au TQO et la Slovénie du génie Luka Doncic seront aussi à prendre au sérieux. L'Italie c'est la même en plus, avec Gallinari, ils ont éliminé la Serbie on le rappelle pour aller au Japon, ce n'est pas rien. Et enfin, en ce moment, en Allemagne, on a un Moritz Wagner qui est énorme. Quand on sait que ça peut être un point faible de Team USA, la défense intérieure, attention à eux aussi. Ouais, tu te mouilles pas en fait, en gros, faut juste se méfier de tout le monde. Bah c'est ça qui est kiffant dans les compétitions internationales, on n'est pas à l'abri d'une surprise non plus, du Japon qui évoluera à domicile, du Nigeria avec tous ses joueurs NBA ou même de l'Iran. Dans ces Jeux Olympiques, le format sera très court, il suffira de remporter 6 matchs pour obtenir la médaille d'or. Chaque faux pas pourrait donc coûter extrêmement cher, et comptez donc sur chaque équipe pour donner le maximum à chaque fois qu'elle rentrera sur le parquet. Steve Kerr d'ailleurs préfère même prendre des précautions, et on le comprend malgré l'effectif pléthorique des Américains. La motivation est présente pour ces Jeux Olympiques, c'est sûr, l'expérience sera incroyable à vivre, et décrocher une médaille d'or serait fabuleux, mais ce ne sera pas facile. Il ne faut pas sous-estimer le basketball international, qui est très compétitif. Alors avec ces doutes et cette adversité, Team USA peut-elle vraiment être détrônée lors de ces JO de Tokyo? Eh bien je vais faire le bilan. En vrai, si on prend un peu de recul, les failles que j'ai trouvées, j'ai souvent galéré, et si on regarde plus attentivement, on verra que tout tourne un peu autour de la même chose, la forme physique. J'ai l'impression que ceux qui veulent capitaliser là-dessus disent plus ça pour se rassurer que parce qu'ils y croient vraiment. Le manque de cohésion, la fatigue, les doutes sur la défense, je ne m'en fais pas. Les 12 joueurs sélectionnés ont juste un niveau élite, et la profondeur est tellement folle que chacun pourra se reposer dans la compétition. Franchement, avec un leader comme KD et un caractère comme Lillard, jamais je ne les imagine ailleurs que sur la première place du podium, surtout vu comment ils sont entourés. Et si à ça en plus dans le coaching staff, on rajoute Greg Popovich, Steve Kerr et tous leurs potes, ça devient vraiment violent. Donc bon, je ne vais pas dire non plus que Team USA est totalement invincible. Aucune équipe ne l'est vraiment à 100%. Par contre, est-ce que j'imagine les Américains avec autre chose qu'une médaille d'or autour du cou à la fin de la compétition? Non. Et si on a déjà ne serait-ce qu'un ou deux matchs serrés, ou peut-être même un exploit des Bleus lors du match d'ouverture de la compétition, ce serait, je pense, déjà énorme. Voilà pour ce qui est de Team USA, des JO de Tokyo, voilà pour ce qui est de mon 62e Coast to Coast. Ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous, de cette sélection? Vous pensez qu'elle peut ne pas gagner ou ne serait-ce perdre qu'un seul match? Eh bien, venez me le dire tout de suite sur Twitch, là, à 11h30. Je vous attends de pied ferme pour discuter de tout ça avec vous et débriefer la vidéo. Il y a peut-être plein de choses que je n'ai pas remarquées et j'ai hâte d'avoir vos retours avant de faire ma grande preview des JO en stream, là-bas aussi, lundi soir. Et si vous arrivez trop tard pour Twitch parce que vous regardez la vidéo à un autre moment, glissez-moi votre avis en commentaire aussi, hein, ça me fera plaisir de vous lire. Et allez, pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Je vous préviens, là, je vous regarde, tous ceux qui ne le feront pas, vous terminerez en hamburger. Ouais, en hamburger bouffé par les Américains cette saison. Et pour le soutien ultime, vous connaissez, c'est sur Tipeee que ça se passe. J'ai vraiment besoin de vous là-dessus. Donc je remercie tous ceux qui ont aidé, tous ceux qui aident encore, tous ceux qui participent comme ils peuvent. Vous êtes des génies, big up. Et spécial dédicace aussi à tous ceux qui sont là encore à m'écouter alors que je continue à blablater juste parce que je suis bavard. D'ailleurs, si vous faites partie de ceux qui ont réussi à survivre à tout mon flot de paroles, je vous invite à me noter votre Pokémon préféré dans les commentaires. Comme ça, on verra qui sont les vrais, mais aussi
si on a les mêmes goûts en termes de petites bêtes japonaises. Bon, j'ai bien envie de continuer à raconter ma vie, mais je crois que ça fait beaucoup là, donc je vais finir par vous laisser. Ouais, là j'allais raconter une blague encore, mais je crois qu'il est temps d'arrêter. À très vite.